C'est bon, on peut partir. Mathieu, c'est bon? C'est bon. Mesdames et messieurs, dear followers, bonjour et bon après-midi. Bienvenue à cette édition du talk, spécialement dédiée aujourd'hui au bilan d'étape. De l'initiative Survie. Nous rappelons que nous venons d'achever la deuxième phase et ce bilan d'étape se passera en deux parties. Pendant la première partie, nous allons accueillir des volontaires qui étaient sur le terrain, qui ont sillonné la République dans le cadre de la remise des dons. Nous allons faire un partage d'expérience avec ces volontaires. Et dans la deuxième partie, nous allons recevoir le président de l'initiative, M. Christian Penda-Ekoka, qui viendra dire exactement ce qui s'est passé tout au long de cette deuxième étape et qui viendra dresser les perspectives de l'initiative. Sans plus attendre, les premiers volontaires que nous allons recevoir, c'est le docteur Oko et le docteur Ngono. Doc, vous êtes bienvenus, bonjour. Bonjour. Prenez place, s'il vous plaît. Monsieur le chef de l'État. Ah, les chefs de l'État. Merci. On s'assied. Vous asseyez-vous. Bonjour. Comment on se sent après la deuxième phase, la deuxième étape? Déjà, je vais saluer tous ceux qui nous suivent en direct ou qui suivront plus tard cette séquence de restitution. Comment on se sent? On se sent dans le contexte de quelqu'un qui a effectué un travail, le sentiment du travail abattu. Après que les Camerounais se soient mobilisés aussi bien ici qu'en diaspora, il y a chez nous le sentiment d'avoir participé à une œuvre importante, humanitaire, une œuvre qui a une portée historique, et c'est pour nous donc un devoir de rendre compte, cette chose très importante lorsqu'on a la chose publique, rendre compte et nous soumettre aux questions, aux préoccupations des apporterons le maximum d'informations nécessaires à la préoccupation. Doc Ngono, une question. Comment on se sent? Bonsoir, mon cher Serge, bonsoir à tous les internautes. Je commencerai par dire qu'il y a un sentiment de devoir accompli. Le devoir accompli ne rime pas avec la perfection. Nous avons certes déjà par nous-mêmes vu ce que nous pouvons améliorer, mais il y a quand même un sentiment de devoir accompli. Nous nous sommes sentis comme des petites mains qui ont contribué à construire quelque chose d'utile. C'est un peu dans ce sens que je peux répondre à votre question. Donc, avec vous, je voudrais qu'on aborde un aspect qui n'est pas lié tout de suite à la distribution des dons que vous venez d'effectuer. On a la chance d'avoir deux médecins avec nous. Si je vous demandais quel est l'état de la pandémie au Cameroun aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Doc? La pandémie rendue au 22 août fait état, et là je vous donne les chiffres officiels, fait état de 18 662 cas à ce jour, de 408 décès à ce jour. Donc ça veut dire qu'avec plus de 18 000 cas positifs, avec plus de 400 décès, nous pouvons dire que la pandémie au Cameroun a un bilan triste, un bilan qui nous oblige à être vigilants, un bilan qui nous appelle au niveau de Survie Cameroun à nous mobiliser davantage. Et donc, un bilan qui nous oblige, à nous montrer encore plus disponibles, comme nous l'étions hier, à pouvoir œuvrer pour permettre à ce que le pays sorte de là. Je ne reviendrai pas sur la gestion, n'est-ce pas, de cette pandémie par le pouvoir public, qui est un facteur explicatif de ces chiffres-là. On peut s'y étendre, mais je ne le ferai pas. Mais dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, c'est peut-être aussi, je profite de votre tribune, de votre direct, pour pouvoir lancer un appel pour
pour que des mesures plus rigoureuses soient prises. Dans tous les cas, Suivi Cameroun, lui, apportera sa modeste contribution à ce que l'effort national permette au peuple camerounais de venir à bout de cette pandémie qui, comme j'ai dit, est officiellement à plus de 400 décès. Donc, quelles mesures supplémentaires peuvent être prises pour régler une fois pour toutes cette histoire de Covid-19 au Cameroun? Qu'est-ce qui peut être fait en plus de ce qui est déjà fait? Bien. Voilà, je pense que la modulation de votre question m'a plus apaisé parce que on peut régler une fois pour toutes. J'ai peur que ce soit difficile pour tout dire. Oui, on peut mieux faire. On peut mieux faire quand on regarde la panoplie des actions, des ripostes que l'État camerounais actuel a adoptées. On peut mieux faire si on se focalise et qu'on prenne l'exemple du diagnostic, par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire dans le diagnostic. Il faut tester plus pour avoir une meilleure lecture de qu'est-ce qui se passe en matière de Covid et adapter notre réponse. Et il faut aussi adapter la réponse dans la prise en charge en permettant à plus de formations sanitaires d'être capable de prendre en charge normalement et de façon efficace les cas positifs de Covid. Rappelons-nous qu'il y a des répliques dans d'autres pays actuellement. Donc ce n'est pas si on a l'impression sur le terrain qu'il y a une moindre demande parce que l'effet de la nouveauté, l'effet de la crainte de ce qu'on ne connaît pas a entraîné une certaine affluence au départ et que cette affluence, il y a un reflux actuellement. Ne prenons pas ça comme un reflux aussi, disons-le comme ça, de la maladie. Ça veut juste dire que c'est un mouvement qui est dû à, qui tient plus de la psychologie des populations que véritablement l'état de la maladie. Il est question de savoir exactement qu'est-ce qu'il en est, en passant déjà par plus de diagnostic et plus de prise en charge adaptée au niveau du territoire. Voilà quelques points qu'on peut évoquer pour améliorer les choses. Donc, Coco, est-ce qu'on peut avoir une idée de la feuille de route qui a été la vôtre dans cette deuxième phase? Alors, dans cette deuxième phase, la feuille de route a consisté à capaciter les formations sanitaires qui ne l'étaient pas jusque-là, ou du moins qui l'étaient partiellement, donc à capaciter les dites formations sanitaires en matériel médical, à même de leur permettre de mieux prendre en charge la pandémie pour leurs patients, mais aussi à mieux protéger le personnel de santé. Et c'est d'ailleurs là l'une des préconditions que nous avons dû devoir respecter dans la dotation que nous avons faite aux formations sanitaires, c'est de s'assurer qu'avant même d'avoir donné du matériel pour les soins, pour la prise en charge, pour la fourniture en oxygène et tout ce que cela impliquait, c'est de s'assurer que le personnel de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, avaient déjà pour eux-mêmes du matériel de protection. Il est fondamental, lorsque l'on est devant une menace grave, une crise aussi importante que celle du Covid, de s'assurer que nos premiers soldats, qui sont dans le personnel médical et paramédical, eux sont équipés avec des armes nécessaires, adaptées, efficaces pour pouvoir faire face. C'est une fois qu'on a protégé dans le personnel de santé qu'on peut mieux faire face à la menace. Et donc, il était donc question de les équiper d'abord, puis d'améliorer le plateau technique de nos formations sanitaires. Alors, les sollicitations, nous avons enregistré, comme vous le savez, comme vous avez vu à travers les images, des sollicitations dans les 10 régions du pays. Nous en avons eu de partout. Après nous avoir enregistré ces sollicitations-là, nous avons pris sur nous de nous déplacer vers. On peut imaginer un scénario dans lequel les gens viennent prendre les dons à Yaoundé ou à Douala pour voyager avec. Non, nous avons tenu à ce que les gens restent dans leurs hôpitaux, quelle que soit la distance, que nous allions vers eux et pour que nous leur apportions ce matériel médical. Peut-être qu'on parlera plus en détail. Mais la feuille de route était de permettre à ce que les personnes de santé qui ont fait acte de sollicitation auprès de Suivi Cameroun puissent bénéficier d'un matériel et d'un matériel de qualité leur permettant de mieux faire face à la pandémie. Alors on va justement Doc Ngono,
Qu'est-ce qui a guidé le choix du matériel qui a été distribué et en quoi il consistait? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce matériel-là, justement? Bien, je reviendrai donc sur ce que le docteur Okor vient de dire, parce que ce qu'on visait en distribuant le matériel, c'était d'une part de capaciter les hôpitaux en mesures barrières et en même temps de les capaciter en prise en charge. Et cette prise en charge allait bien au-delà de la COVID-19. Et donc, quand les hôpitaux ont été, tous les hôpitaux qui nous ont sollicités, quand on a réparti le matériel, pour ces hôpitaux, on a pris en compte les éléments que nous avons eus, soit par nos propres investigations, soit par ce que nous savions déjà de ces hôpitaux. Et on a dû descendre dans certains hôpitaux pour connaître quelle est la capacité de l'hôpital, quel est son plateau technique, avoir une idée, bien entendu, quel est son plateau technique, afin d'orienter les équipements et le matériel vers une utilisation plus optimale. Alors, en dehors de ça, nous avons considéré les facteurs de démographie, la population couverte par l'hôpital, la distance par rapport aux grands hôpitaux, et ainsi de suite. Ce qui nous a permis de distribuer un certain nombre de matériels que je vais citer comme ça de mémoire, quelques-uns. Il y a des masques de différents types en tissu, des masques KN95. Nous avons distribué des gels hydroalcooliques. Nous avons aussi distribué des concentrateurs d'oxygène pour permettre à ce moment-là de prendre en charge. Nous sommes déjà dans la prise en charge des concentrateurs d'oxygène et des tubulures avec masque, d'autres tubulures avec des lunettes, enfants, adultes. Nous avons aussi distribué, toujours dans la prise en charge, des appareils ECG, les appareils ECG qui permettent d'initier dans les conditions sereines certains traitements, qui permettent de surveiller aussi certains traitements, tels que ceux à la chloroquine et à l'azithromycine. Et même, tout simplement, de connaître d'abord l'état d'un malade au plan cardiovasculaire avant de le mettre sous traitement ou de le prendre en charge tout court. Nous avons aussi distribué les moniteurs multiparamétriques qui permettent aux unités qui prennent en charge déjà les malades de Covid d'avoir des renseignements importants minute par minute, c'est-à-dire qu'en continu de leurs paramètres vitaux. Nous avons aussi distribué les oxymètres de pouls. Voilà un peu les différents matériels d'auto. Si il m'a suivi, il va peut-être dire si j'ai oublié. Mais il y avait 11 catégories, 11 types de matériel et équipements au total que nous avons distribué. Donc encore quelque chose à rajouter? Non, rien à rajouter, si ce n'est de réitérer qu'il est peut-être pas inutile de rappeler que la portée du matériel va bien au-delà de l'épidémie en cours. C'est-à-dire que, en plus du contexte actuel qui est celui du Covid-19, il n'y a que tous les hôpitaux qui ont bénéficié du don de suivi Cameroun pourront désormais prendre en charge des malades qui ont besoin d'oxygène pour d'autres causes que celles liées au Covid-19. Ils pourront désormais faire monitoring des personnes hospitalisées, des personnes au bloc opératoire, des personnes en post-opératoire, des femmes sur lit d'accouchement avec les moniteurs multiparamétriques. Ils pourront, au-delà du Covid-19, apprécier le besoin d'oxygène des malades à travers le saturomètre que nous avons donné. Donc, vraiment, le suivi Cameroun a apporté. Et ça, c'est le message des responsables qui ont reçu le matériel. Là, je me fais un peu, même sans autorisation, sans mandat, leur porte-parole. C'est vraiment de dire merci pour ce dont il va très, très au-delà du Covid-19. Et donc, permet aux hôpitaux de relever les valeurs techniques. Et j'ai envie de dire merci pour eux. Je me retiens pour le moment. Donc, est-ce que les formations sanitaires que vous avez visitées s'attendaient à ce type de matériel? Est-ce qu'elles savaient que c'était ce type de matériel que vous apportiez? Et ce que je voudrais aussi savoir, ce que nous voulons savoir, c'est est-ce qu'ils sont outillés pour les utiliser? Est-ce qu'il y a le savoir-faire
sur place dans ces formations sanitaires pour faire bon usage du matériel que vous avez distribué? Bien, oui, c'est vraiment important parce que les formations sanitaires n'avaient pas de renseignements sur le matériel à distribuer. D'où presque dans tous les cas, une énorme surprise. Parce qu'ils nous ont sollicité. Vous savez bien qu'à la première phase, nous avons distribué du matériel qui était orienté vers les mesures barrières et un peu sur le plan du diagnostic. Et quand je parle du diagnostic ici, vous avez posé une question tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Il faudrait quand même que nous rappelions que nous avons distribué les tests aux formations sanitaires qui étaient recrutées pour prendre en charge les cas de Covid, pour permettre non seulement de contribuer au diagnostic et permettre aussi la surveillance, parce que ces tests-là peuvent aussi permettre la surveillance. Bon, donc, pour ce qui est de ces hôpitaux-là, ils n'avaient pas une information sur ce que nous allions distribuer. Alors, vous savez, il y a un deuxième aspect de votre question, je crois. Oui, sur la capacité que ces formations sanitaires ont à utiliser ce matériel. Oui, la capacité à utiliser a été bien étudiée. Aussi, parce que quand on voit le plateau technique dans l'hôpital, on sait à peu près les compétences que l'hôpital a. Donc, quand nous apportions le matériel conformément à ce plateau technique, on devrait comprendre qu'ils étaient capables d'utiliser. Mais pas tous. Nous avons aussi sciemment distribué du matériel à certaines formations sanitaires qui n'avaient pas la capacité technique. Parce que même en médecine, on peut créer le besoin. C'est-à-dire qu'en vous apportant un matériel que vous savez utile et dont vous avez besoin, il se crée un besoin de formation. Il se crée même un besoin de recrutement qui peut être fait. Donc, c'est en prenant en compte cet aspect-là que nous avons fait cette distribution, pas seulement aux hôpitaux qui avaient le plateau technique adéquat, mais même à certains hôpitaux qui avaient un besoin de ce matériel-là, mais qui n'avaient pas encore totalement le plateau technique. Encore que le Survie Cameroun a un certain nombre de personnel médical, infirmiers, médecins et d'autres paramédicaux, des spécialistes de tous bords et jusqu'à un niveau assez élevé qui sont prêts et disponibles pour apporter un soutien scientifique aux formations sanitaires. Mais pendant que je vais prendre votre mot de la fin pour ce qui concerne les docs de Survie Cameroun, j'annonce que juste après vous, nous aurons deux volontaires, Annick Ngale et Laure Nchan, à qui nous demandons de se préparer. Doc Okor, quel serait votre mot de la fin? Le mot de la fin, ce serait d'une part aux formations sanitaires que nous avons récemment visitées et d'autre part à tous les Camerounais qui se sont mobilisés comme jamais, ce n'est pas une hyperbole de le dire. D'abord, formation sanitaire, c'est de dire que nous sommes, et ça je l'ai dit durant d'ailleurs tout le périple, nous sommes de modestes donateurs, des Camerounais qui connaissons leurs difficultés, qui connaissons les conditions difficiles dans lesquelles ils doivent faire face à la demande des malades, que ce soit dans le contexte actuel du Covid et même au-delà. Et nous ne ménagerons pas d'efforts pour continuer à les soutenir. Ça me permet par exemple de compléter justement le propos précédent, où justement, et ça le docteur on l'a justement souligné, nous sommes et restons disponibles pour leur apporter l'appui, y compris technique nécessaire pour l'utilisation du matériel. Hier encore, nous débloquions une situation à Garoua par rapport à l'utilisation des échelles automatiques. Donc c'est pour dire que le feeling n'est pas perdu, il est constant et nous continuons, n'est-ce pas, une sorte de monitoring, une sorte de service après-vente, entre guillemets, pour s'assurer que le matériel donné sera effectivement utile et pour le personnel de santé et pour les malades. Maintenant, à tous ceux qui se sont mobilisés, tous ceux qui ont contribué en nature, en argent, tous ceux qui sont mobilisés dans le cadre du bénévolat, moi je vais leur dire merci, tout simplement. J'ai la chance de vivre une période que beaucoup n'ont pas vécue parce que la mobilisation des Camerounais dans ce Cameroun n'a pas d'égal dans toute notre histoire sanitaire, dans toute notre histoire sociale. Donc merci à eux et je souhaite que
comment dire ça, que cette lancée, n'est-ce pas, que ce mouvement d'ensemble soit maintenu, intensifié pour que le peuple camerounais se sente à l'abri et que cette mobilisation lancée le 3 avril 2020 continue des plus belles et que les résultats soient de plus en plus promoteurs pour la suite. Doc Ngonon, un petit mot pour la fin? Oui, un petit mot, peut-être que je m'excuse d'avance, écorcher un peu les aspects que va aborder le président du comité de gestion, puisque lui, je pense qu'il doit parler plus au niveau stratégique. Mais j'aime aller à la source des choses. Je pense que le mot de fin que je dois dire ici à ceux qui nous suivent, c'est que il est important que les gens comprennent qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement. Parfois avec très peu, mais on peut faire autrement. Ça, c'est surtout ce qui est important. Et des gens sont là, prêts à vouloir faire des choses. Pas nous. Il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à vouloir faire quelque chose. S'il fallait terminer, c'est par là que je terminerai. Dr. Okpo a déjà remercié les donateurs, d'autres bénévoles, parmi lesquels nous étions. Je ne vais pas revenir dessus. Ben, merci beaucoup, Doc. Et on se reverra très certainement à l'issue de la 3e étape qui commencera bientôt. Okay. Mais nous allons accueillir juste après vous Annick et Laure. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Welcome, Annick. Thanks. Bonjour, Laure. Bonjour. Ben, vous êtes bénévole à Survie Cameroun. Nous vous avons suivi tout au long du long périple que vous avez mené. Annick, quelles sont les régions que vous avez couvertes? Where have you been during all this time? Yeah. Well, like we covered with Dr. Okpo, we covered 5 regions. Yeah. The West region, Yeah. the East, Yeah. the Adamawa, Yeah. the North, Yeah. and the Far North. Okay. Yeah. Was it a discovery there before this initiative? Yes, it was a great discovery for me. Meanwhile, I knew the West Province was really completely stranger in the East, the North, the Far North, the Adamawa. It was wonderful, and I saw how Cameroon is so vast. I saw how Cameroon is so vast and rich, and it was marvelous. That's great. And with the opportunity given to me, to help people, it was more wonderful. Laure, combien de régions vous avez couvert? Moi, je dirais 2 régions parce que nous avons lancé des partages des jets des masques dans le littoral, Oui. où j'ai supervisé le département de Douala 4e. Oui. Nous avons fait les marchés. Et maintenant, pour le partage du matériel médical, je n'ai couvert que la région de l'Ouest. D'accord. Voilà. Et ça a été une expérience très forte en émotion, parce que quand nous sommes arrivés pour le premier centre hospitalier, vraiment les conditions dans lesquelles les malades étaient nous a touchés. Moi particulièrement, je me suis sentie importante. Et je remercie ceux-là qui m'ont donné l'occasion d'être l'intermédiaire entre les donateurs et les bénéficiaires. Dans ces hôpitaux, le matériel était pratiquement inexistant. Donc ce don a touché les gens au point où je voyais des mamans pleurer de joie sans savoir même réellement à quoi va servir l'appareil. Je ne parle pas du corps médical qui était tout retourné parce que pour eux c'était la première fois qu'ils recevaient ce type de don. Vraiment, je ne peux qu'exprimer ma reconnaissance. À travers mes mots, je porte la voix de ces 100 voix qui ont reçu ce précieux cadeau. Voilà. Annick, est-ce qu'il y a une étape qui vous a particulièrement marqué? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de particulier tout au long de ce période? Bon, je ne vais pas dire une chose, plusieurs choses m'ont marqué. D'abord, je vais commencer par la fin.
je vais parler de l'extrême nord. I'll speak about the far north. Yeah. Yeah. When you went to the far north, I was really impressed first by the doctors and the medical personnel, because you see these people are working in difficult conditions. You see how they suffer. They first suffer from lack of materials and they suffer from insecurity. We visited Meskin in Mara, and I was so shocked to see how the hospital was being abandoned. You see, the doctors came from here, from everywhere to try to re-keep the hospital, but it was really poorly. It was not that. It was not because the hospital has a high capacity of internal how can I say? Many people can come to the hospital, so it's like 130 patients that they can take in. But you see, the material is not enough, and I was really marked by the equipment we brought to them, because when you help like that, I'm sure you help them. I was also marked by a prayer in Tokombere. I saw how there were no equipment. That is what really marked me in the north, the lack of equipment. And I was really happy because I saw that our travel, our trip was really helpful to the people. I was grateful for those who contributed. I was really happy to have participated in such a wonderful adventure. Laure, s'il fallait reprendre l'expérience, vous le referiez? Vous savez que je suis de tous les combats, donc je suis prête à recommencer l'expérience, parce que nous donnons envie aux Camerounais de croire à un avenir meilleur. À travers cette action, ils comprennent que le Camerounais n'est pas individualiste comme on veut nous faire croire. On est ceux-là qui partageons et qui voudront que nos enfants suivent nos pas. Donc je vais être un exemple. Je suis toujours prête à partir pour le bien-être de mon beau pays. So Annick, do you feel that solidarity means something today here in Cameroon? Of course, solidarity really means something, and I think solidarity has always been in this country. It's just that people did not have the real canal to show to people, because you see the way people, the massive movement of people around the world, Cameroonians, it just means that they needed someone to lead them, someone to show them the way, someone in which they had confidence. Because you know, everybody wants to help, but people don't know how to help, especially in this our country. You saw how people were happy. Where people were happy, not only reactions to the internet and all, we also saw even the way, the massive contributions, what we brought to people. For example, I'll take one case, we went to the hospital in Gambia. You saw how the people were so happy to have something. You see, it's the only hospital in the whole region that has that capacity of bringing people, and they were so happy. And so I will be helpful to them. There's this solidarity in Cameroon, and I'm really happy to have been a mediator from the giver to the taker. So yeah, there's solidarity in Cameroon. Donc, avant de prendre au mot de la fin, je vais demander que Mathieu et Albin se préparent. Laure, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est l'espoir. L'espoir que nous voulons donner à tous nos compatriotes. Parce qu'à travers cette expérience, nous comprenons que nous avons touché le fond. Et c'est cet élan de solidarité qui permettra à chacun de nous de comprendre sa place dans la société et de rehausser, de donner une chance à ceux-là qui ne peuvent pas s'offrir un médicament. Et à travers cette action, qu'on comprenne qu'il y a une synergie entre nous, les Camerounais, et qu'ensemble, on peut faire de très, très belles choses. Merci à tout le monde, que ce soit les bénévoles, que ce soit les donateurs, que ce soit même ceux qui ont reçu ces dons. Parce que pour que cette action soit faite, il faut que toute la chaîne soit mise ensemble pour que l'objectif soit atteint. Donc, tout simplement, merci. Merci encore. Annick, your final word. Yeah, I'll say thanks first to the person who initiated the program, the initiative, because without someone to pull in to impact the people, things wouldn't have been done. I really thank the people who contributed, because it's
an action. It was courage. They had to take in their courage because we know how things go in our country, but they did it. I thank everybody who encouraged us. The positive happens, the positive aura through this mission because it really went well. I thank the team which I traveled because it was really fantastic. I thank everybody, all the Cameroonians, and I want to say to people that it's possible. Together it's possible, and we saw that together it was possible because we covered 10 regions of Cameroon, and it's wonderful. So I thank everybody. Thank you so much, Nani. Merci beaucoup, Laure. Juste après vous, nous allons accueillir deux soldats, deux baroudeurs, Albin, Guido et Mathieu Yobi. Albin, bonjour. Bonjour. Mathieu, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous les membres du Forum de Cameroun, qui nous suivent dans cet instant. Bonjour. Mais Albin, oui, c'était un périple. C'est vrai, ça n'a pas été facile, parce que au-delà de la mission humanitaire qui consistait à distribuer les dons dans les hôpitaux, cette opération nous a aussi permis de découvrir le Cameroun profond. Tout à fait. De découvrir tout le potentiel que le Cameroun a, ce potentiel inexploité et tout ce qui a été fait et qui, faute d'entretien, a été détruit. Donc ça n'a pas été facile d'entrer, de se rendre compte qu'au Cameroun, il y a des régions qui nous rappellent encore le Moyen-Âge, notamment l'extrême nord. Oui. Donc, Mathieu, quand on fait l'expérience de personnes dans un pays comme celui-là, on en sort comment? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Deux choses de constater que malgré tout le discours qui est tenu, surtout par des élites, ceux qui, à la place d'autres administrations, sont des porte-voix des communautés qui parlent de ce qu'ils ont fait, on a des hôpitaux dévastés. Dévastés. Vous vous rendez compte que vous arrivez dans un hôpital, on est incapable de vous donner un vaccin anti, je ne sais pas trop quoi. Tétanique, par exemple, il n'en a pas. Ce qui est, ma foi, le minimum dans l'hôpital. On découvre qu'on est encore après 50 ans en arrière, où les hôpitaux manquent du minimum. Vous vous rendez compte qu'on arrive quelque part où un centre de santé, c'est-à-dire installé par un couple, est plus équipé que l'hôpital public, financé par le budget de l'État du Cameroun. Il y a ce contraste-là. Mais d'un côté, on est marqué par cette envie de passer à autre chose qui anime la population. On découvre qu'il y a des populations qui, malgré cela, ont une résignation et pensent, estiment et espèrent que tout va finir par changer dans ce pays. L'accueil qu'on avait donc de survie Cameroun, c'est quand vous arrivez après la cérémonie de don le soir, quelqu'un vous reçoit et vous dit tout le bien qu'ils ont de survie, tout le bien de ce qu'ils attendent de survie Cameroun, qui arrive à vous poser des doléances comme si survie était l'état du Cameroun. C'est parce qu'ils constatent qu'il y a eu une faille totale quelque part. Et non, suivi apparaît donc comme l'espoir pour des peuples. On sort de là, on dit que tout n'est pas perdu, contrairement à ce qu'on nous laisse penser. Les gens ne s'expriment pas. Si on écoutait les gens, ou bien si on laissait les gens, les Camerounais, choisir eux-mêmes, je pense qu'on serait très loin. Jamais mes yeux d'expérience allaient survivre. Albin, en tant que propriétaire d'une plateforme, je crois que chaque jour vous aviez des retours sur tous les directs que vous avez faits. Qu'est-ce que vous pouvez retenir des retours faits par des personnes qui vous ont vu en direct, qui vous ont vu sur le terrain? Le plus important aussi déjà, c'est les Camerounais ont été surpris déjà de se rendre compte qu'à partir de notre initiative, ils pouvaient déjà se faire une idée du plateau technique des hôpitaux dans l'arrière-pays. Déjà ça. Et à côté de cela, j'annonce la sortie très prochaine d'un documentaire. Le documentaire va retracer notre parcours et les différents projets, les différents sites qu'on a visités. Vous vous rendez compte, on est arrivé dans une localité comme Mogavé, on s'est rendu compte qu'il y avait un hôpital construit
depuis 2016 qui officiellement existe alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de personnel, il n'y a rien à l'intérieur. C'est une ville qui a pratiquement 8000 habitants. Mais il n'y a pas de centre hospitalier. Les patients là-bas sont obligés d'aller soit à Tokombere, soit à Mawase faire soigner. Donc il y a une vidéo qui va sortir d'ici quelques jours.